à tous, on est en live, on est sur notre chaîne Facebook et Twitch Gamers Voice. Je suis aujourd'hui avec Philippe et on va parler littérature comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, avant qu'on commence, merci à toi Philippe d'être avec nous. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, Lionel, je vais bien. Super, merci. Bonjour. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue sur ce live de discussion littéraire, donc qui va porter sur le livre que je vais vous présenter tout à l'heure. Super, alors on va y venir sur le livre, mais alors avant, évidemment, qu'on commence, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire hier samedi, Philippe, puisqu'on est le week-end? Est-ce que tu t'es amusé? Je me suis surtout beaucoup reposé, puisque, comme dit, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement professeur des écoles stagiaire. Donc, j'ai en charge en ce moment une classe de maternelle. Alors, c'est une classe tout à fait sympathique, hein, avec qui on fait beaucoup de choses, mais c'est vrai, voilà, que c'est pas parce qu'on est en maternelle que c'est de tout repos. Loin de là. Donc, le samedi, c'est vraiment le jour où je souffle un bon coup pour pouvoir, hop, me remettre d'aplomb la semaine suivante. Ouais, il faut profiter des week-ends hein, pour se reposer. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le livre qui va être présenté. Voilà, à n'importe quel moment, on aura l'occasion de revenir dessus pendant les discussions ou alors peut-être à la fin en prenant plusieurs questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc aujourd'hui, on est sur un live discussion littérature. Tu as donc lu un livre d'un auteur alsacien qui s'appelle Rebecca Esprit déporté. Donc qui est un Oula, livre. ça commence déjà bien. Non, l'auteur ne s'appelle pas Rebecca. L'auteur Non, s'appelle Loïc Schott mais et non, le titre du livre s'appelle Rebecca Esprit déporté. oui, le titre du livre, Voilà, c'est Rebecca Esprit voilà. déporté, que tu as dans les mains, et l'auteur, donc c'est Loïc Schott, qui est un auteur alsacien. Mhm. Euh, voilà, ne nous trompons pas. Et donc, c'est un livre de fantasy. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du livre pour qu'on comprenne de quoi il en retourne? Alors, plus que de la fantaisie, c'est plutôt un thriller fantastique qui a été édité l'an dernier en auto-édition. Donc, Loïc Schott, c'est un jeune auteur dont c'est le premier roman. Et le pitch est le suivant. En gros, l'histoire de Rebecca Esprit déporté, c'est l'histoire d'un inspecteur de police de Strasbourg qui se retrouve lié à une enquête de différents meurtres qui est en réalité commis par l'esprit d'une jeune fille qui cherche vengeance par rapport aux crimes qu'on lui a fait subir durant la Seconde Guerre mondiale. Ah, petite notification. Donc, pour vous expliquer le début de l'histoire, alors je vais vous raconter en gros le début de l'histoire vite fait. Et bon, évidemment, je ne vais pas tout vous spoiler, mais juste pour vous donner envie, pour que vous ayez une idée de comment l'histoire commence. Alors, l'histoire commence en 1979, dans la jungle brésilienne. Un mystérieux esprit provoque la mort de Joseph Mengele. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Joseph Mengele était un officier nazi SS qui était médecin de formation qui a pratiqué des expériences sur des prisonniers dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et dans la réalité, effectivement, Joseph Mengele, on l'a retrouvé noyé lorsqu'il était en exil au Brésil. Et donc là, Mhm. d'après l'auteur, ce serait l'esprit de cette jeune fille qu'il aurait donc sur qui il aurait fait des expériences qui auraient provoqué sa noyade. Cette jeune fille se manifeste par des rires sardoniques, bon évidemment les rires d'enfants, hein, donc j'imagine que vous imaginez voilà ces rires d'enfants qu'on a tous entendus au moins une fois dans les films d'horreur, des courants d'air glacés et un brouillard qui apparaît spontanément. On fait un saut dans le temps et on se retrouve en 2018. Un des gardiens du Haut-Königsbourg, Stéphane, découvre le cadavre d'un vieil homme dans une des salles du château. Le capitaine de la brigade criminelle de Strasbourg, qui s'appelle Sylvain Decker, est dépêché sur place pour enquêter. Mais malheureusement, le jour est plutôt mal choisi parce que c'est le jour de son 40e anniversaire. Malgré les attentes de son épouse, enfin malgré le fait qu'il est censé être en congé, il prend quand même la décision de venir enquêter sur place et il y retrouve une de ses collègues, Elodie,
avec qui il noue de bonnes relations et avec qui il va participer dans cette enquête pour déterminer la mort de ce vieil individu. Et donc, sans trop aller plus loin, donc d'un meurtre tout à fait classique, bon, quand même bien sanglant, bien gore, qui est justement bien mis en scène par l'auteur. On va petit à petit déboucher voilà, sur des histoires familiales et sur des allers-retours justement entre l'enquête qui se déroule actuellement et les souvenirs du fantôme qui sont narrés du coup à Auschwitz-Birkenau. Donc voilà quoi. Super. Ok, donc on est sur un livre quand même qui utilise une histoire réelle avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de Joseph Mengele, et ensuite qui le transpose en Alsace. Alors, et au niveau du livre, déjà, qu'est-ce que tu penses de la cohérence justement historique par rapport à l'auteur? Est-ce que c'est effectivement, il a réussi à avoir une bonne cohérence par rapport aux faits réels? Alors c'est justement l'un des gros points forts du livre que l'on peut souligner en toute objectivité, c'est qu'on sent que l'auteur a vraiment fait des recherches très pointilleuses pour non seulement mettre en scène la vie du camp d'Auschwitz-Birkenau, mais aussi correspondre à la réalité, que ce soit la réalité historique ou que ce soit la réalité des lieux tels qu'ils sont actuellement. Donc le respect des faits historiques concerne évidemment la vie et les expérimentations de Joseph Mengele dans le camp d'Auschwitz, en particulier ses recherches sur les enfants jumeaux, qui sont des faits avérés, autant que sa mort par noyade au Brésil, même si elle est romancée de manière fantastique pour les besoins du scénario. Et les descriptions du château du Haut-Königsbourg sont évidemment fidèles à la réalité, donc voilà, on sent vraiment que l'auteur vient du coin, donc, et même s'il venait pas du coin, on sent vraiment voilà que l'immersion marche vraiment très très bien. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. De même que les rêves de Sylvain qui relatent les souvenirs de Rebecca, donc Rebecca, ce fameux esprit déporté, au camp de Birkenau. Mais ce qui est vraiment le plus marquant, c'est surtout l'horreur des lieux qui est bien retranscrite et surtout le personnage de Joseph Mengele. L'auteur arrive à rendre vraiment sa personnalité terrifiante. On sent vraiment sa perversité, on ressent vraiment l'horreur de ses expériences et surtout la terreur que vit la petite fille, cette fameuse Rebecca. Même si par la suite, voilà, elle va gagner en pouvoir et elle aura de quoi après se venger sur lui et sur ce qui viendra après. Mais vraiment, l'immersion marche vraiment très très bien. Alors, on a un auteur alsacien, on a une histoire qui se passe en Alsace, donc on est sur des lieux alsaciens. Toi-même qui es aussi alsacien, est-ce que en lisant le livre, tu as eu le sentiment que les lieux, les monuments, etc., qui étaient présentés, t'arrivais, enfin, si tu les connaissais déjà peut-être avant, t'arrivais à les reconnaître. Et si tu connaissais pas, est-ce que tu arrivais à te plonger effectivement dedans et à ressentir effectivement l'odeur de l'Alsace à travers les pages? Ah oui, bien sûr, et ça se fait déjà dès les premiers chapitres, puisque comme dit, l'histoire se passe déjà au Königsbourg, dans une salle que l'on appelle la salle Lorraine. Et effectivement, dans cette salle, il y a la statue d'un dragon de pierre sur lequel justement est empalée la victime. Donc c'est une salle d'ailleurs que vous pouvez voir sur Google, hein. Il suffit juste de taper Château du Königsbourg, salle Lorraine, donc Lorraine évidemment comme la région qui nous est voisine, et vous aurez justement des images de cette salle, donc ce qui vous permettra justement de visualiser la scène du meurtre telle que Sylvain et sa collègue Elodie sont en train de la visualiser. Donc on a vraiment cette référence au monument du Haut-Königsbourg. On a évidemment l'expression en fait de la plaine alsacienne telle que Sylvain puisse l'avoir. Donc il y a quand même ce côté un peu merveilleux, ce côté un peu féerique. Et c'est vrai que quand on grimpe dans une colline dans les Vosges et quand on voit la plaine alsacienne, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très grandiose. Donc ça, il exprime vraiment de manière très convaincante, très immersive. Par la suite, pour les autres lieux, on a aussi beaucoup de scènes qui se passent à Strasbourg même,
Alors bon, après, c'est des lieux évidemment que je n'ai pas forcément vus. Donc par exemple, il y a l'hôtel de police qui se trouve juste à côté de la Nationale, la place de l'Étoile. Bon, personnellement, c'est un lieu que je n'ai jamais vu, donc voilà, je fais confiance après à l'auteur, voilà, sur sa mise en scène, sur la description des lieux, qui semble malgré tout, voilà, très cohérente et très vraisemblable. Donc là-dessus, pareil, il n'y a rien à dire. Et après, par la suite, dans un second temps, on retrouve après d'autres bureaux de police à Berlin, donc dans un centre d'unité très spécial qui relate justement des enquêtes liées au crime nazi et à la Seconde Guerre mondiale. Et par la suite, on finit bien entendu au camp de Auschwitz-Birkenau, qui correspond aussi soit à des images que l'on a tous vues dans des documentaires ou même qui correspondent évidemment au lieu pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà visité ce lieu de mémoire. Donc non, vraiment la description des décors est très convaincante, très immersive. Donc là-dessus, un grand bravo à Loïc Schott pour ce premier essai, effectivement. Alors, avant qu'on continue, je reviens juste très rapidement sur ce que tu disais par rapport à la scène de crime, puisque c'est ce qui introduit un petit peu l'histoire. Moi, quand tu me parles de ça, je pense tout de suite, je pense que tu l'as peut-être lu, hein, au Da Vinci Code, où on a aussi une scène qui se passe au musée du Louvre. Est-ce que tu as l'impression que il y a une inspiration de ça ou pas? On peut effectivement y trouver une inspiration de Da Vinci Code, que ça soit au niveau de la sauvagerie, au niveau des meurtres, pardon, ou même de la caractérisation des personnages. Parce que Sylvain Decker, le protagoniste, est quand même un homme, bon, qui est un peu plus bedonnant que le personnage que joue l'acteur Tom Hanks. Mais on sent que c'est un personnage qui est très charismatique. C'est un personnage qui est très charismatique, très sûr de lui, qui impressionne vraiment par sa carrure et son autorité. Et il est accompagné de sa jeune collègue Élodie, pour laquelle il a un certain béguin. Et cette Élodie peut rappeler non seulement les personnages féminins qui accompagnent les romans de Dan Brown, ou qui pourrait aussi un peu rappeler Lisbeth Salander dans la saga Millennium. C'est-à-dire que la Élodie, en réalité, c'est un lieutenant de police qui, je cite, a un esprit affûté et une intelligence hors du commun. Donc on peut dire, voilà, c'est une enquêtrice voilà, qui se fie plus à son sens de l'observation et à son intuition pour déduire certaines choses qui seront confirmées plus tard par les techniques d'investigation scientifique. Et pour elle, d'ailleurs, elle est aussi, plus tard, on apprendra que c'est aussi une riche héritière. Donc, elle habite dans un appartement dans le quartier des 15. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le quartier des 15, c'est un quartier très huppé de Strasbourg, voilà, avec beaucoup d'immeubles, voilà, très bien fournis et très confortables. Et cette intelligence hors du commun, l'auteur nous l'explique par la suite qu'il est dû à son syndrome d'Asperger. Donc cela est aussi mentionné à un moment donné dans le roman. Donc on a vraiment voilà cette jeune personne très intelligente, très compétente, qui voit des choses là où les autres ne le voient pas forcément et qui justement à cause de son syndrome est un peu mise de côté et ne se rattache en fait qu'au protagoniste qui a la carrure, qui a l'autorité, qui a l'assurance pour la séduire. Donc oui, ça rappelle effectivement Dan Brown ou ça rappelle Stieg Larsson, effectivement. Alors, justement, là, tu parles des personnages. On a parlé des lieux juste avant. Est-ce que pour les personnages, de la même manière, il y a un sentiment de crédibilité? Là, tu parles de gens qui, par exemple, ont le métier de policier. Est-ce que tu as le même sentiment de voir effectivement des policiers à l'œuvre, de voir que on immerge le lecteur justement dans une vraie enquête comme un vrai policier. Est-ce que et pareil pour les autres personnages, est-ce qu'on ressent en fait ce côté, je crois en fait dans l'identité du personnage qui m'est présenté? Alors tous les aspects de la police scientifique tels que l'on voit dans les médias ou pour celles et ceux d'entre vous pour qui c'est le métier sont effectivement mentionnés dans un ordre cohérent. C'est-à-dire qu'on a déjà les policiers qui arrivent sur les lieux de l'enquête, donc
ils constatent, ils observent déjà ce qu'ils ont sous les yeux, première étape. Deuxième étape, par la suite, ils sont à la recherche d'indices. Donc, par l'observation, donc on a quelques indices qui sont trouvés. Donc, notamment, à un moment donné, les policiers retrouvent des cartouches de Zyklon B. Donc, le Zyklon B, c'est le gaz qui a servi à empoisonner les Juifs dans les camps d'extermination. Et donc ça, on va dire, ça c'est un indice évidemment qui est réaliste. Ça, c'est un indice que l'on peut trouver dans un contexte réel. Et par la suite, on a aussi des indices qui introduisent l'élément fantastique vers lequel l'histoire va se tourner. C'est-à-dire que non seulement on retrouve des cartouches de Zyklon B, mais on constate aussi que les chaises sont dispersées aux quatre coins de la pièce, donc les meubles sont un peu dispersés dans tous les sens, et pourtant il n'y a pas de traces d'explosion, ni de grosses bourrasques. On a aussi des phénomènes paranormaux qu'on va très vite identifier comme paranormaux, comme par exemple, on a une sorte de smiley qui va régulièrement apparaître sur des surfaces vitrées, donc évidemment sur des buées pour que ça se voit mieux. Et ça d'ailleurs, ça va être une des signatures récurrentes de l'esprit de Rebecca. Et la dernière chose, le dernier indice par lequel l'histoire après va pouvoir se développer, c'est la découverte d'une enveloppe qui est justement adressée personnellement à Sylvain et qui va lui révéler des secrets de famille, déjà qu'il ignorait. Enfin, il sait que son passé est très particulier, il sait de là d'où il vient, mais il ne connaît rien de ses origines, il ne connaît rien de ses racines. Et le fait d'obtenir cette enveloppe et de découvrir son contenu va profondément le bouleverser parce que ça va amener à des révélations qui vont être très perturbantes, qui vont être très bouleversantes, non seulement pour le personnage, mais également pour son entourage. Alors, avant qu'on continue sur l'exploration du livre, je rebondis encore. Quand tu me parles de Smiley, en fait, je suis en train de penser à plein de choses. Et moi, avant, je parlais du Da Vinci Code. Et en fait, j'ai l'impression, quand on écoute la présentation que tu fais du livre, on a le sentiment que l'auteur s'est inspiré justement d'autres œuvres, parce qu'on a le sentiment en fait de reconnaître un petit peu des scènes ou des actions qui existent déjà aussi dans d'autres œuvres. Est-ce que effectivement tu as aussi le sentiment qu'il y a une utilisation d'autres œuvres dans cette œuvre justement pour la construction? Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, en tant qu'écrivain, que ce soit écrivain débutant ou écrivain chevronné, on réutilise, et ça c'est encore une leçon que j'ai entendue ce matin avant qu'on commence ce live, on réutilise toujours des scènes, des personnages qui nous ont marqués justement en tant que spectateur ou en tant que lecteur, pour pouvoir nous les approprier et les remettre en scène du coup dans d'autres contextes, dans une autre histoire. Donc bien évidemment qu'il y a des références, il y a beaucoup de références qui sont citées dans ce roman. Alors bon, déjà les quelques références qu'on peut voir par-ci par-là, c'est surtout des références à la culture alsacienne, que ça soit au niveau des lieux, que ça soit au niveau même de la vie quotidienne. Et ça, je trouve que ça participe aussi à l'immersion du lecteur, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Alsace. On a vraiment des scènes de vie quotidienne, notamment durant l'anniversaire de Sylvain, où l'auteur va utiliser des expressions alsaciennes. Il va utiliser également tout le rituel autour de l'apéritif, du repas, des discussions, comme on peut avoir des discussions entre familles. Et il y a aussi beaucoup de références justement soit à des musiques, donc on s'aperçoit que les personnages aiment beaucoup le métal dans ce monde-là. Quand je dis le métal, évidemment, c'est le rock. Et aussi, on a quelques références par-ci par-là, oui, d'œuvres pop culture, que ça soit Le Seigneur des Anneaux, que ça soit Star Wars. Donc l'auteur le mentionne, mais sans trop y insister. Voilà, il ne veut pas que ces références pop culture guident son histoire. Voilà, il les mentionne juste pour en faire un clin d'œil, mais ne va pas plus loin.
Non, moi, là où j'ai surtout envie d'approfondir, c'est surtout l'influence de Stephen King. Donc, on parlait tout à l'heure de Dan Brown, on parlait de Millennium. Si vous regardez la page de l'auteur, il se revendique, bon, comme beaucoup d'autres, comme un grand fan, un grand lecteur de Stephen King. Et on le voit surtout. Par exemple, dès le début de l'histoire, le Haut-Königsbourg est déjà perçu comme un endroit fantastique. Alors, on a évidemment la présence du dragon de pierre, hein, puisque le dragon en lui-même est une créature fantastique. Mais dans la mise en scène, il cite un halo de lumière venant de l'unique fenêtre donnait au tableau un caractère religieux. Donc ça veut dire que la lumière qui passe à travers la fenêtre, il le met en scène de manière hyperbolique pour vraiment faire ressortir le côté fantastique et le côté presque merveilleux de ce qui peut être juste, de ce qui est juste un simple monument. Bon, même si le Königsbourg, c'est quand même un des bijoux de l'architecture alsacienne, mais le fantastique passe à travers cette description-là, à travers halo de lumière et caractère religieux. Et d'ailleurs, quand on met en perspective la scène du crime avec ce caractère religieux et fantastique, on se rend compte qu'on a la figure de l'oxymore, c'est-à-dire deux choses côte à côte qui s'opposent de manière très violente. Par la suite, même Elodie, donc la collègue de Sylvain, pareil, on a dit tout à l'heure qu'elle est décrite comme un personnage qui est très intelligent et qui est aussi autiste, mais l'auteur insiste sur le fait que son intelligence est presque comme une sorte de sixième sens. Donc je cite sixième sens. Et d'ailleurs, lorsqu'elle enquête, elle rentre des fois dans des états de transe quand elle fouille les lieux à la recherche d'indices. Donc que ça soit sixième sens ou que ça soit trans, là aussi on a le champ lexical du fantastique. Et enfin, plus loin dans l'histoire, dans le troisième acte, les personnages vont aller enquêter dans une maison, dans la maison de la victime qui se trouve à Berlin. Et la maison de la victime, alors là, bon, je pense que c'est la maison hantée que l'on connaît tous. Hein. Donc c'est une maison qui est délabrée. Même le personnage d'Élodie n'hésite pas à la qualifier de maison de film d'horreur, page 198. Et c'est même une réflexion qu'elle aura dans un autre lieu qui interviendra un peu plus loin. Donc conclusion, que ça soit dans la description des lieux, que ça soit monument ou que ça soit la maison du personnage, dans le champ lexical et dans la tournure des phrases et dans les figures de style, on a vraiment ce caractère fantastique que l'on retrouve chez des auteurs d'horreur comme Stephen King, par exemple. Alors, on a eu un commentaire d'un certain Jacques. Bonjour à toi, Jacques, merci de nous suivre, qui disait on réutilise toujours aussi le monomythe de Campbell. Alors oui, c'est évidemment le monomythe de Campbell, c'est surtout, on le retrouve par exemple dans des œuvres de pop culture, hein, que ça soit dans Harry Potter, que ça soit dans Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc. Dans ce livre-là, il n'y a pas vraiment de monomythe. Comme dit, ça reste ça reste un thriller tout à fait classique. Hein, ça reste une enquête avec une victime, un meurtre, le mobile du meurtre. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse surprise. La seule originalité, c'est que déjà, ça permet de mettre en valeur la région Alsace et qu'après, on bascule après dans une enquête beaucoup plus historique sur les expérimentations de Mengele et sur les victimes du camp d'Auschwitz. Donc rien à voir avec Campbell en fait. Ok. Alors, toi qui as lu le livre, qu'est-ce que, de manière globale, qu'est-ce que tu penses du rendu? Est-ce que le lecteur se sentira immergé totalement dans cette histoire? Et est-ce qu'il y a aussi, puisqu'on est sur une enquête, hein, est-ce qu'il y a aussi le côté on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à la fin, ou est-ce qu'on est sur quelque chose comme un peu on peut voir dans des films de téléphoner, c'est-à-dire qu'en fait on se doute assez rapidement de ce qu'on va découvrir tout à la fin, ou pas du tout? L'élément fantastique est très rapidement posé et même déjà dès le prologue. Pour en parler de ce prologue, le prologue, pour moi, est un incipit très très bien écrit et très subtil.
pourquoi est-ce qu'il est subtil? Tout simplement parce que le personnage de Joseph Mengele n'est jamais mentionné par son prénom. On ne sait pas qui est ce personnage. Ça reste un homme inconnu qui va se faire noyer par l'esprit d'une jeune fille. Il n'y a que les connaisseurs, il n'y a que voilà les historiens amateurs ou professionnels qui feront la connexion entre cette scène et la réalité historique. Mais pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de l'histoire du nazisme, à aucun moment l'auteur nous dit explicitement que c'est Joseph Mengele. On l'apprend avec des informations de plus en plus précises. Dans un premier temps, on sait que c'est un homme qui a quitté le Paraguay. Donc, on sait voilà, que c'est quelqu'un qui a déjà vécu en Amérique du Sud avant de venir au Brésil. Il est poursuivi par des espions israéliens qui l'obligent à se cacher. Il a 68 ans. Il est né en 1911. Il est originaire de Berlin. Et donc, vous voyez, donc on a vraiment cette accumulation d'indices qui se fait vraiment de plus en plus précise. Donc, d'un homme qui s'est exilé en Amérique du Sud jusqu'à un homme allemand originaire de Berlin. Et vers la fin, l'auteur utilise justement le champ lexical nazi en utilisant par exemple le fait qu'il a servi dans la Wehrmacht, le fait que c'est un médecin qui a pratiqué des expériences sur des enfants. Et la dernière information qu'on nous donne avant la disparition de ce personnage, c'est qu'on le surnommait l'ange de la mort d'Auschwitz. Donc, en fin de compte, c'est à la fin du prologue que celui qui est attentif et qui met justement en connexion tous ces indices peut en déduire l'identité du personnage. Et quand bien même on n'aurait pas compris l'identité du personnage, quand cette identité après nous est après révélée vers le troisième acte, à la relecture de l'histoire, c'est là qu'on se dit « Ah oui, évidemment, c'était évident ». Donc ça donne une motivation, si vous voulez, après pour se replonger dans l'histoire, pour justement vérifier, enfin, mettre en relation tous ces indices sous-entendus. Donc ça donne un côté vraiment mystérieux, ça donne un côté engageant. Et pour moi, ce prologue-là est clairement très réussi. C'est vraiment ce qui va donner l'envie justement de se jeter dans cette histoire-là pour comprendre déjà d'où est originaire l'esprit et qu'est-ce que cet homme, ce mystérieux homme, ce Joseph Mengele va pouvoir apporter dans l'histoire. Bon, maintenant que je spoil depuis le début son identité, bien entendu, maintenant il n'y a plus de surprise. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission-là, donc vous verrez, c'est vraiment tout en subtilité. Et puis, il y a un autre setup payoff qui est vraiment d'école, mais qui est très efficace. Ça va être l'histoire du briquet. Alors, pour vous expliquer, Sylvain traverse une période très difficile, en fait, dans sa vie. Donc, il traverse une crise de couple. Enfin, son couple est au bord de la rupture. Et à un moment donné, quand il se rend en Allemagne avec Élodie, les deux personnes vont s'arrêter dans une station-service, quelque part en Allemagne. Et tout d'un coup, Sylvain ressent le besoin de fumer. Alors qu'a priori, il n'a plus fumé depuis longtemps. Et donc, l'auteur nous raconte qu'il se procure des cigarettes et qu'il se procure un briquet. Un briquet Zippo, donc c'est très précis. Et on peut se dire, bon, c'est qu'une péripétie comme une autre, c'est une petite crise. Qu'est-ce que ça va apporter le fait, justement, qu'il se met à fumer ? Eh bien, en réalité, ce briquet, justement, il aura une importance capitale pour la fin, pour le dénouement. Et en reparlant avec l'auteur, donc l'auteur était en dédicace, justement, il y a quelques jours à Aubernais, et quand j'en ai parlé avec lui de ce setup payoff, il m'a clairement dit que ça faisait partie, justement, de ces éléments qui allaient le conduire vers la fin. Donc, ce briquet-là, voilà, il est mentionné sans faire des caisses, mais parce qu'il va servir pour la fin. Donc, on est vraiment dans la définition du setup payoff. Voilà, classique, mais qui reste très efficace. Alors, il y a un commentaire de Jacques par rapport à ce que tu disais sur justement la découverte de l'identité de Joseph, en disant le titre du livre aussi aiguille vers l'identité du mystérieux personnage. Justement, c'est vrai que le titre du livre, on n'en a pas encore parlé concrètement. Hein,
Mais c'est vrai que dans le titre, on a déjà le mot déporté, donc on comprend, puisque déporté, la déportation, ça fait quand même référence à la Deuxième Guerre mondiale. On comprend qu'il y a déjà dans le titre ce rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que toi, la première fois que tu as vu le titre, tu as fait aussi ces connexions ou pas? Alors avec le recul, dès qu'on a découvert l'histoire, il est vrai que le mot déporté avait cette évidence-là d'être lié à la Seconde Guerre mondiale. Moi personnellement, quand j'ai vu cette couverture-là, donc sur la couverture, donc on voit effectivement l'esprit. Alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est une jeune fille? Bon, on voit que c'est un fantôme, ça de toute façon. Donc moi quand je vois ça, en fait, quand je vois la figure de la personne, pour moi, le mot déporté n'était pas nécessairement lié justement au contexte de la Seconde Guerre mondiale et des déportations. Pour moi, je me disais, bon, ça peut être aussi un esprit qui s'est déporté, parce que qu'est-ce que ça veut dire déporté? Déporté, ça veut dire passer d'un endroit à l'autre. Donc, c'est peut-être l'esprit d'une personne, voilà, enfin l'esprit d'une chose qui peut-être venait d'un lointain quelque part, que ça soit, peu importe le lieu, peu importe le temps, et qui se retrouve dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, si on ne se concentre que sur la personne que l'on voit au centre, les plus malins verront effectivement, comprendront peut-être tout de suite la référence à la Seconde Guerre mondiale, mais on peut s'imaginer plusieurs choses. Mais ce qui va confirmer justement le thème de l'histoire, c'est lorsqu'on regarde un peu plus près, c'est surtout les barbelés que l'on voit ici. Donc les barbelés, les traces de sang, et ensuite, vous voyez les bâtiments qui se trouvent à droite à gauche. Si on y réfléchit 2 minutes, on peut effectivement reconnaître les baraques d'un camp de concentration. Donc je pense que là, ce que je viens de vous illustrer, ça démontre bien à quel point la couverture, finalement, est aussi importante que le texte, parce que c'est vraiment la couverture, bien au-delà du titre, c'est vraiment la couverture qui va intriguer le lecteur, qui va vraiment lui attirer sa curiosité pour savoir, mais de quoi est-ce que ça parle, quoi? Quel est le lien entre le titre et l'image? Donc, d'où le travail très important. Bon, là, c'est le message à tous les futurs auteurs en herbe qui nous regarderaient. C'est là que c'est important, effectivement, ouais, de bien travailler sa couverture pour bien la mettre en lien, plus ou moins, avec le titre de l'œuvre. Pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, on est à 33 minutes de live. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour du livre. Est-ce que, voilà, toi, euh, est-ce que tu conseillerais ce livre, enfin, à quel type de personne tu conseillerais ce livre? Est-ce que aussi, étant donné qu'on est quand même sur un sujet assez grave, hein, puisque voilà, on est sur la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est un livre aussi qui peut être lu, par exemple, par un jeune public ou c'est plus réservé à un public plus mature? Oh, ça, c'est clairement réservé à un public mature, hein. Pour moi, c'est pas vraiment un livre pour un jeune public, surtout pas. Surtout pas, ouais, un jeune public, puisque il faut quand même avoir les références de l'histoire pour comprendre en fait justement la gravité de la situation. Si on n'a pas ces références-là, on va passer totalement à côté du message de l'auteur. Donc vraiment ce livre, ce qu'il a vraiment de bien pour lui, c'est vraiment son incipit, son prologue, la description des personnages. On a aussi quelques critiques même de la société actuelle, hein, notamment la critique sur les conditions de travail, hein, c'est-à-dire devoir se montrer polyvalent pour un salaire de misère. C'est d'ailleurs le cas du gardien du Königsbourg que l'on voit juste au début de l'histoire. Et on a aussi toute une discussion autour des réseaux sociaux, c'est-à-dire que Stéphane, bon, peut-être en bon vieux boomer comme on le dirait actuellement, n'est pas du tout fan des réseaux sociaux, contrairement à sa femme, donc sa femme au début de l'histoire, son épouse, qui elle ne vit que pour ça, qui veut tenter de vivre de cette passion-là, puisqu'elle tient un blog, plutôt un vlog. Et c'est d'ailleurs une des sources de disputes qu'il y aura dans ce couple-là et qui est justement une des causes de leur rupture. Donc
voilà, il y a non seulement des critiques par rapport au passé, par rapport à l'histoire, il y a des critiques par rapport à la société actuelle. Donc là-dessus, voilà, c'est un roman qui s'inscrit bien qui s'inscrit bien dans son époque et qui a vraiment de l'intérêt par rapport à l'histoire. Maintenant, s'il y a quelques points améliorés, donc on pourrait en terminer par ça. Il y a malgré tout, voilà, quelques points améliorés. On se rend compte dans le texte qu'il y a quand même pas mal de répétitions, notamment l'auteur. L'auteur a tendance des fois à trop vouloir insister soit sur les motivations ou soit les motivations des personnages, soit sur des informations. Donc des fois ça alourdit un peu le texte. Je veux dire que l'information soit importante ou pas, si on la mentionne une ou deux fois, ça va. Voilà, on peut la mentionner une fois, on peut en faire un rappel plus ou moins lointain, mais la répéter constamment, enfin constamment, il la répète pas non plus une centaine de fois, mais voilà, il la répète au moins 5 ou 10 fois. Notamment, justement, les problèmes de couple entre Sylvain et sa femme, qui sont mis en scène, enfin qui sont racontés au début de l'histoire. Donc, on comprend que ça ne va pas, et pourtant, l'auteur nous le répète encore un peu plus loin, alors que même les personnages, soit sont au bord de la rupture, ou même ne sont plus ensemble. La relation entre les personnages, des fois, alors au niveau professionnel, tout va bien. Je veux dire, les actions sont cohérentes, elles sont vraisemblables. Après, au niveau de l'intimité des personnages, des fois, certaines réactions pourront paraître un peu bizarres, notamment lorsque Sylvain va rentrer en transe, lorsqu'il va être possédé de près ou de loin par cet esprit. Donc, il a des fois des accès de colère qui sont très surprenantes sur le coup, enfin à la première lecture. Et on peut se demander, voilà, donc quelles en seraient les conséquences. Il n'y a pas vraiment de conséquences par rapport à ça. Et enfin, il y a la deuxième partie de l'histoire sert à développer la relation, la psychologie des personnages. Donc, elle a vraiment ça pour elle. Donc, je parle de l'anniversaire de Sylvain. Mais d'un autre côté, elle ralentit malheureusement l'enquête. C'est-à-dire qu'on fait totalement une pause sur l'enquête. L'enquête, on la laisse de côté puisqu'on se concentre sur l'anniversaire. Donc, son seul intérêt, c'est que du coup, ça va justifier, ça va amener à la rupture entre Sylvain et sa famille, ce qui va lui permettre de le motiver après à partir vers d'autres horizons pour son enquête. Mais à part les manifestations de l'esprit de Rebecca, vraiment, on est dans une pause de vie quotidienne. Vraiment, on ne parle plus de l'enquête, on n'en parlera plus jusqu'à ce que les personnages, Sylvain et Elodie, se rendent en Allemagne pour poursuivre l'enquête. Donc, pareil, c'est une pause qui, pour certains, pourrait durer un peu longtemps, quoi. Donc, là-dessus, ce sont des points sur lesquels, voilà, j'invite évidemment l'auteur Loïc Schott à comment dire, voilà, à améliorer pour sa prochaine œuvre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un roman, voilà, qui est très rythmé, avec des phrases très courtes, très simples à comprendre, donc très engageant. Donc, pour un premier roman, je trouve que c'est un essai qui est quand même bien réussi. Ok. Écoute, merci à toi pour avoir partagé ton analyse du livre. Merci à ceux qui nous ont regardés et qui ont posé des questions. J'espère que ça vous aura plu. On essaiera de faire d'autres lives pour présenter peut-être d'autres livres, hein. Donc, si ceux qui nous regardent, vous avez des idées de lecture à donner à Philippe, n'hésitez pas à nous mettre des messages en commentaire de la vidéo. Vous pourrez la retrouver en replay sur YouTube. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos spectateurs, Philippe? Écoutez, comme dit, n'hésitez pas effectivement à me faire des retours sur ma présentation pour voir, voilà, comme dit, pour l'instant c'est ma deuxième expérience, hein, donc j'avais fait déjà une chronique littéraire à la radio, au studio de Radio Arc-en-Ciel, donc là c'est la deuxième pour laquelle on s'est vraiment focalisé sur l'œuvre, donc en plus des chroniques sur les jeux vidéo. Donc comme l'a dit Lionel, voilà, n'hésitez pas à me faire des suggestions de romans, qu'ils soient nouveaux ou même qu'ils soient anciens. Donc, je prendrai plaisir évidemment à les analyser pour vous et à en faire un retour de coup pour vous donner envie de vous y plonger à votre tour, quoi.
Super. Bah écoute, merci à toi, Philippe. Merci à ceux qui nous ont regardés et on se retrouve pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à suivre notre page et notre page Facebook et Twitch pour pouvoir être informé des prochaines diffusions. Et ben moi, je souhaite un bon dimanche à tout le monde. Il va être midi, donc ça va être l'heure de manger. Donc un bon repas. Et pour celles et ceux qui font la sieste le dimanche, bonne sieste. Allez, ciao.